Bonjour, bienvenue à tous pour le deuxième volet de notre émission Genèse de l'homme nouveau, consacrée au thème de l'âme. Dans la Bible, il est écrit qu'Adam, le premier homme, devint une âme vivante avec cette notion de passage de la matière inerte à la matière animée. Le concept vitaliste de l'âme amène le concept de réincarnation et de conditions de réincarnation. Dans les religions, comme chez la plupart des auteurs, règne une notion de faute ou de culpabilité qui serait responsable du poids qui pèse sur l'homme. L'homme porterait la responsabilité des vies futures et de ce fait chercherait à se rapprocher d'une justesse. Les diverses religions et les divers principes philosophiques proposent une éthique de vie appuyée sur des règles à ne pas enfreindre sous peine d'en souffrir ou d'être banni de ces religions. Toutes ces règles que l'homme élabore ne sont-elles pas un moyen que cherche l'homme pour s'harmoniser au système ? Obéirait-il à une pulsion profonde qui le pousse à aller au-delà de ce qu'il connaît ? Derrière tout cela, n'y a-t-il pas un système qui cherche à se faire valoir, un système qui n'attend qu'à se faire observer de plein jour ? Serait-ce l'harmonie du système qui cherche à se manifester, à se réaliser ? Au fond, l'homme depuis toujours, il cherche à se rapprocher d'une justesse. Alors, il a utilisé différents moyens. Il y a tous les auteurs scientifiques, tous les auteurs philosophiques. Tout le monde cherche en fait à établir des règles et à fonctionner avec tout un système de règles. Alors, ce serait bien de s'interroger quand même sur l'origine de ces règles, d'où viennent ces règles, à quoi correspondent ces règles, et au fond, si toutes ces règles, en fait, ne sont pas là justement pour que l'homme aille creuser plus loin, aille chercher quelque chose de nouveau peut-être, qui le conduirait à se retrouver lui-même, à fonctionner différemment. Oui, là, l'homme recherche, comme vous le dites, une justesse. Finalement, qu'est-ce que c'est cette justesse? Il recherche un ajustement. Il se sent désajusté de la réalité et il cherche à s'ajuster à la réalité du mieux qu'il peut. Alors, il perçoit des choses, il perçoit les gens les plus sensibles perçoivent certaines choses et intuitivement et établissent ces règles-là de façon psychologique, c'est évident. Et ça contribue jusqu'à un certain point à civiliser l'homme. Mais ça ne contribue pas directement à l'ajuster. Ça fait partie de son expérience, c'est évident. Ce sont des erreurs de parcours, mais ces erreurs de parcours vont l'amener au 20e siècle, au 21e siècle justement. Et il se passe aujourd'hui ce qui ne s'est jamais passé auparavant, c'est-à-dire le début d'une observation justement du systémique, de la mécanique systémique. Une fois que l'homme commence à se déspiritualiser, il en arrive à pouvoir observer son système. En fait, c'est le système qui s'observe lui-même. Ça fait partie disons, du but ou de la quête de la vie, cette observation-là. C'est cela que vous appelez la conscience du système. Oui, c'est ce que j'appelle l'observation du système, la conscience du système ou la métaconscience. C'est une conscience au-delà, au-dessus, supérieure à la conscience psychologique inférieure. Encore, qui a seulement qu'une partie du puzzle, qui n'a pas la capacité d'observer tout l'ensemble du puzzle, du casse-tête, si vous voulez. Alors, tant que l'homme n'a pas un recul suffisant pour voir tout le casse-tête, eh bien, il ne peut pas rassembler les pièces du casse-tête.
parce que c'est un casse-tête qui a été éparpillé, si vous voulez, un peu partout au fur et à mesure de l'évolution ou du temps, finalement. Parce que la machine, le système fonctionne, évolue constamment. Alors, il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en évolution. Regardez les animaux, comment ça a évolué sur la planète. Alors, c'est tout le temps en mouvement, ça. Il y a une quête inconsciente, si vous voulez, mais il y a une quête de conscience, d'observation du système par le système. Alors, le système se bâtit un corps qui peut finalement, au 21e siècle, au début du fin 20e siècle, début 21e siècle, commencer à observer tous les parties du casse-tête, justement, et commencer à le ressembler pour mettre de l'ordre dans sa vie, justement. Alors, est-ce qu'à partir de là, il arrive à en définir certaines lois, ou il arrête certaines choses, ou c'est quelque chose qui est en évolution permanente? C'est quelque chose qui est en évolution permanente. Établir des lois, on peut le faire, mais ces lois vont, comme la science, vont changer, vont se raffiner, etc. Alors, il faut faire attention à ça. L'homme a tendance à vouloir établir des lois, mais il faut qu'il soit ajusté auparavant. Alors, s'il est plus ou moins ajusté, il va établir des lois, justement, trop rapidement. Et l'homme qui est éveillé sait que ces lois, il ne les connaît pas parfaitement. Ça fait partie de son évolution de les connaître de plus en plus, mais c'est infini, ça. Ça finit plus. C'est très, très subtil. Ça devient de plus en plus subtil. Et au fur et à mesure qu'il connaît ces lois-là, alors à ce moment-là, ben, il peut gérer sa vie, il peut contrôler beaucoup mieux sa vie. Mais ce n'est pas dans une vie qu'on peut arriver à l'aboutissement, si vous voulez, d'établir que telle loi c'est ça, telle loi c'est ça, absolument. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est tout le temps en raffinement, c'est tout le temps, on en apprend tous les jours. Si vous voulez. On peut être dans la bonne direction, on peut pointer le nord, mais la révélation de ces lois-là, ou des parties plus subtiles de ces lois-là, ou de ces réalités-là, sont toujours en mouvement, ils sont toujours comment je dirais ça, l'homme va toujours les découvrir, en découvrir des subtilités. Alors, il ne faut pas le regarder dans le sens de l'arrêter à des lois très spécifiques, c'est psychologique. Oui, c'est ce que l'homme évolutif a tendance à faire en définissant le sécuriste, finalement, de définir, d'émettre des lois qu'il va respecter, qu'il va suivre. C'est ça. Il va essayer de s'approcher au mieux de ces lois-là. Comme quand on parle des lois de la flexibilité, les lois de l'équilibre. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il va se désinformer. C'est comme ça que l'homme se désinforme. Il essaie de fixer, de figer la réalité. Et la réalité ne se fige pas. C'est comme une rivière qui coule. Essayez pas d'arrêter la rivière, vous allez avoir des surprises après un certain temps. Il va s'accumuler de l'eau et ça va déborder à un moment donné. Vous ne pouvez pas bâtir une dame assez haute ou une barrière assez haute pour retenir la rivière. Voyez-vous? Alors, à un moment donné, ça déborde. Et quand ça déborde, ben, l'homme en souffre. Alors, si l'homme se base sur ses certitudes psychologiques, la vie va les défaire. C'est ça, s'adapter à la vie. C'est de savoir ça. C'est d'être en mesure d'observer cette réalité-là. Mais ce n'est pas parce que la vie est en mouvement et on ne la connaît pas parfaitement qu'on ne peut pas gérer notre vie. Il y a des bases.
Et une fois que l'homme, l'être humain, s'ajuste à ces bases-là, à ces principes-là, à ce moment-là, sa vie devient beaucoup plus facile. Il sort de l'enfer psychologique pour entrer dans le paradis évolutif. Le passage, c'est pas un cadeau, mais ça fait partie de sa transformation. La raison pourquoi c'est pas un cadeau, c'est à cause de la résistance de l'être humain à s'ajuster à la réalité. Pourquoi? Parce qu'il a des programmes qui l'empêchent, il a des habitudes de penser, de fonctionner. Il se sécurise à travers tout ça. Oui. Oui, justement, l'adhésion à diverses règles, c'est quelque chose qui le conforte, il a du mal à quitter, que ce soit des règles d'appartenance à un groupe, des règles d'éthique sociale, des règles morales, c'est quelque chose qui le sécurise. Donc sortir de ça, c'est difficile pour lui. C'est très difficile pour l'homme de sortir de ses habitudes. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas sa mécanique, il ne sait pas comment ça fonctionne. Il est programmé. Alors, mais il ne le sait pas à quel point il est programmé. Et c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à s'en sortir. Une fois que l'ego est suffisamment, ou l'être humain est suffisamment informé de ce qui se passe en lui, est suffisamment informé de la désinformation, comment il se désinforme, etc., et comment ça fonctionne, justement, même s'il le filtre un peu ou beaucoup, ça l'aide à voir à travers, à commencer sa transmutation, à commencer le passage d'une conscience à une autre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est évident. À cause de la désinformation, à cause des programmes, à cause des habitudes, justement, à cause de la résistance, finalement, qu'il y a. Inconscient, c'est évident pour l'homme. Oui? Oui, il ouvre tout doucement les yeux. En fait, l'homme a beaucoup de difficultés à être dans l'instant présent, puisqu'il est embué par tout ça, tous ces oui, il est embué par l'âme. Il est embué par ce que vous appelez l'âme. Il est embué par sa programmation. Il est embué par la mémoire d'âme. Alors, c'est pas facile pour lui là, de s'en sortir. Il est totalement identifié à tout ça. Parler de l'âme aux gens, vous allez voir à quel point ils tiennent mordicus à ce concept-là. Voyez-vous? Oui, bien sûr, parce que cette notion d'âme aussi, elle a pris une proportion dans le sens où ça serait une énergie universelle, une sagesse infinie qui serait au fond de nous, et finalement, la solution tout cuite, toute rôtie à notre bien-être. Ouais. Il suffirait de trouver cette parcelle-là. Ça fait partie, les mécanismes de l'âme ou de cette cinquième dimension font partie de la réalité de la vie. Autrement dit, ça fait partie de la mécanique systémique. Il faut le regarder d'une façon scientifique. Si l'être humain continue à regarder tout ça ou à essayer d'observer ça d'une façon spirituelle, il n'y arrivera jamais. Autrement dit, il ne s'en sortira jamais. Pourquoi? Parce qu'il va toujours se désinformer, il va toujours interpréter tout ça. Alors, il ne pourra pas s'opposer à ça. Comment voulez-vous qu'un être humain commence à s'opposer à sa mémoire d'âme? S'il l'adore, s'il se met à genoux devant. Voyez-vous? Il cherche à lui faire confiance aussi. Pour lui, c'est sa source, c'est là qu'il y a toutes les solutions. C'est aussi ce jeu de l'intuition. Oui, mais il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est, l'intuition. Il faut qu'il sache qu'est-ce que c'est ce qu'il pense être sa source. C'est une source, mais ce n'est pas la source, nécessairement. Voyez-vous? Alors, c'est la mémoire
de l'expérience de la source, l'âme. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait, là. Pardon? Oui, justement, si jusqu'à maintenant, ce qui a été inscrit dans cette mémoire, ce n'est que de l'involutif, comment peut-il avoir de repères? Il n'y en a pas, justement. Il ne peut pas en avoir. Il se désinforme constamment parce qu'il réfléchit constamment dans cette mémoire-là. C'est ça le problème humain. C'est pour ça que l'humain vit ce qu'il vit sur la planète en ce moment. S'il était ajusté, s'il voyait à travers, pensez-vous que l'être humain vivrait ce qu'il vit en ce moment? Je parle collectivement, individuellement aussi, là. Il ne pourrait pas vivre ça. Non. Voyez-vous? Alors, la clé de la paix dans le monde, c'est pas les bonnes intentions, etc. C'est pas ça du tout. C'est la clé de la paix, si vous voulez, c'est individuel. Autrement dit, quand des êtres humains, individuellement, en arrivent à se sortir ou se libérer de la mémoire de l'âme. Autrement dit, comment on se libère de la mémoire de l'âme? On se libère de la mémoire de l'âme à travers le fait qu'on commence à voir la mécanique de tout ça. On commence à voir tout ça dans sa réalité. Alors, à partir de là, on n'appelle plus ça l'âme. Parce que dans le mot, il y a une vibration. Oui, déjà. Bon. Alors, il y a une vibration de quoi? De la mémoire de ce concept-là. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la 5e dimension. C'est une dimension de l'être humain ou de la vie. C'est pas seulement qu'une dimension pour l'être humain, c'est une dimension de la vie. Une fleur a une âme à ce compte-là. Pourquoi? Parce qu'elle a une mémoire. Elle a une programmation. Elle pousse d'une certaine façon. Elle a certaines pétales. Pourquoi? Il y a un programme derrière ça, c'est évident. Si c'est pas évident pour certaines personnes, ben là, c'est à cause de leur concept, des croyances qu'ils ont. Et la clé, si vous voulez, qui ferme la porte de la prison involutive, c'est la croyance. Autrement dit, les concepts de l'âme, tous les concepts sont supportés par une croyance quelconque. Et tant que l'être humain adhère à ces croyances-là, adhère à la croyance, à ce moment-là, ben, il se désinforme constamment. C'est quoi la croyance, finalement? C'est l'absence de vérification individuelle. C'est ça la croyance. Autrement dit, quelqu'un vous dit quelque chose, la société vous dit quelque chose et vous croyez d'emblée. Vous acceptez cette réalité-là. Tant que l'homme accepte la réalité des autres sans la vérifier, à ce moment-là, il est dans la croyance. Quelle que soit la réalité qui est parlée ou qui est élaborée. Même ça, du gros bon sens. Ça n'a pas d'importance. S'il ne l'expérimente pas par lui-même, s'il ne vérifie pas par lui-même, c'est de la croyance. On ne peut pas prendre la parole d'un autre, puis penser évoluer, penser s'éveiller, voyons. Même si cette personne-là parle d'une façon parfaite de la réalité, ça n'a pas d'importance. Mais pour vous, pour l'individu, ça a de l'importance. Voyez-vous? S'il croit cet individu-là, s'il croit parce que sa parole est parfaite, parce que, etc., ça n'existe pas, mais en tout cas, à ce moment-là, il s'empêche de vérifier, il s'empêche de l'intégrer par lui-même. Voyez-vous? C'est comme une paresse. C'est ça le problème humain. Donc l'homme a à prendre sa responsabilité et à explorer tout ça.
il y a à prendre la responsabilité de vérifier tout ça. Dans le sens de, si on lui dit quelque chose, si on l'informe d'une réalité autre, il faut qu'il la vérifie, il faut qu'il l'expérimente par lui-même. C'est ça, là, il va devenir de plus en plus autonome. C'est quoi être autonome? C'est vérifier, justement. Ça n'empêche pas d'utiliser l'information qu'un autre peut vous donner. Voyez-vous? Il s'agit de l'intégrer, autrement dit, d'en faire l'expérience pour la vérifier. Voyez-vous? Si une personne, par exemple, n'est pas prête à absorber ce matériel-là ou cette information-là, ben elle va dire, je ne suis pas capable de le vérifier, c'est pas réel pour moi. Voyez-vous? Même si ce qui est dit est réel. Voyez-vous là? Alors, à ce moment-là, la personne, ben, elle va fonctionner d'une autre façon. Elle n'acceptera pas. Voyez-vous? Puis elle va continuer à croire ce qu'elle croyait avant. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas suffisamment évoluée pour absorber une réalité comme celle-là. C'est bien fait, dans le fond. Et une autre personne va être en mesure d'absorber cette information-là, autrement dit, ça fait son affaire, et il va être obligé aussi de le vérifier. C'est en le vérifiant, justement, que ça va devenir solide. L'affinité avec cette réalité-là, avec l'autre personne, va devenir beaucoup plus grande que s'il croit cette autre personne-là. Oui? Alors, par rapport à ça aussi, comment qu'il peut savoir qu'il est en capacité de vérifier parce qu'il y a aussi le fait que si cette personne croit en vos paroles, par exemple, il va magnétiser ces paroles. Oui, mais... Donc, comment savoir réellement s'il vit l'expérience ou si simplement il magnétise quelque chose? En vérifiant, en vivant l'expérience par lui-même. Si l'expérience ne produit rien, ça veut dire qu'il manque d'ajustement. Voyez-vous? Oui, donc il se base sur la résultante. C'est comme on ne peut se baser que sur la résultante. Si je parle à quelqu'un, je lui donne de l'information, il ne comprend rien de ce que je dis, à ce moment-là, je vais ajuster ce que je dis. Voyez-vous? Je me base sur la résultante. Je ne me base pas sur ma compréhension, ma vision des choses seulement. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Alors, je suis obligé de m'ajuster. Alors, je vais parler en conséquence. Je vais trouver des façons de le dire pour que ça informe l'individu, pour que l'individu ou certains individus puissent l'absorber. Mais je suis très conscient qu'il y a très peu d'individus qui peuvent absorber ce genre d'information-là. Voyez-vous? Surtout quand on ne l'enrobe pas de crème puis de sucre. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, on n'a pas besoin de l'enrober de crème et de sucre. Si on enrobe trop l'information, dans le sens de créer des impressions, etc., ben là, on va faire affaire à des personnes qui n'ont pas d'affaires, là, qui ne sont pas rendues à ce point-là encore. Autrement dit, qui ne sont pas suffisamment évolués. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va créer des interférences pour d'autres personnes et même pour la personne qui essaie d'informer. Voyez-vous? Alors, moi, en tout cas, je ne suis pas intéressé. Bien sûr, oui. Oui, parce que ça donne lieu à beaucoup d'ambiguïté. Des personnes qui pourraient vraiment réaliser, faire un certain passage, ça les empêche aussi. Oui, parce qu'ils vont regarder ça, ils vont dire, ben là, ça ne marche pas, là. Voyez-vous? Il va y avoir des ambiguïtés, justement. Alors, déjà, c'est pas parfait. La façon qu'on s'exprime, ça ne peut pas être parfait. OK? On utilise des formes, etc., mais c'est des formes... On est tout le temps, toujours en évolution dans l'ajustement de
d'une façon de parler ou de transférer ou plutôt de communiquer cette information-là. Alors ça se raffine, ça se raffine, ça se raffine. Mais il faut le faire. Pour que ça se raffine, il faut le faire. Alors, faut être en mesure d'absorber l'erreur. Voyez-vous? D'utiliser l'erreur. C'est plus une erreur, c'est une expérience. Voyez-vous la différence? Si je ne fais pas ce que je fais en ce moment, si j'enregistre pas en vidéo des interviews, etc., avec vous, ben, à ce moment-là, je ne vis pas l'expérience, j'accumule pas l'expérience, donc je ne peux pas raffiner. Bien sûr, oui. C'est en parlant qu'on raffine, et c'est en se mettant dans des situations comme celle-là. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, oui, il y a des erreurs de parcours, il y a peut-être des... L'information n'est pas diffusée d'une façon parfaite, mais c'est pas ça qui est important. Les gens s'attendent à la perfection, mais elle n'existe pas, la perfection. Voyez-vous? Alors, une personne qui est éveillée, elle voit pas mal tout. Elle voit beaucoup de choses, beaucoup plus qu'une personne qui ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va critiquer tout le temps. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, ce que les gens considèrent comme parfait, elle ne le considérerait pas comme parfait. Voyez-vous? Autrement dit, si une personne parle un bon français, etc., d'une certaine façon, avec beaucoup d'études, si vous voulez, à ce moment-là, ça a plus de poigne, en fait. Ça a plus de poigne, mais il y a toujours place pour de l'amélioration, autrement dit. Voyez-vous? On ne peut pas juger de l'essence de l'information ou de ce qu'une personne dit par, comment je dirais ça, l'étude qu'elle en a fait et la façon qu'elle va le transmettre seulement. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Autrement dit, c'est important, mais c'est secondaire à l'information. Si une personne juge l'information à travers le fait, lui, il ne parle pas parfaitement français, etc., ou il n'utilise pas des mots qui sont raffinés, trop raffinés, là, il s'accroche à la forme et il s'empêche d'absorber l'essence. Voyez-vous? C'est l'essence qui est importante. Un enfant peut vous dire quelque chose et l'information qu'il peut vous transmettre peut être cruciale dans votre vie. Mais si vous le regardez, vous dites « Ah, c'est un enfant, puis il parle comme un enfant, etc. » là, vous ne pourrez pas en profiter. Voyez-vous comment les gens sont artificiels, dans le fond. Mais ce genre de personnes-là, c'est pas près de s'éveiller. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a trop de résistance. Oui, ils sont attachés à leur forme. C'est ça. Et ils font des comparaisons, etc. Mais c'est de la résistance, ça. Ils m'entendent longtemps. Là. Ils sont très critiques. Voyez-vous? Oui. Dans leur vie, ils n'acceptent pas l'erreur. C'est des gens qui se flagellent quand ils font des erreurs. Ils polarisent l'erreur d'une façon très grande, trop grande. Justement, par rapport à l'erreur, c'est pas dû justement à la mémoire, en fait, la mémoire ancestrale, en fait, de la corruption de l'homme? Non. Non, l'erreur, c'est... Oui, ça peut être ça, mais l'erreur, ça fait partie du processus créatif. Autrement dit, une erreur, c'est pas négatif. Ça fait partie du processus créatif. Si on ne fait pas un mouvement, voyez-vous, ça fait partie de l'âme, ça, justement. Si on ne fait pas un mouvement, si vous embarquez pas sur la bicyclette pour la première fois et vous tombez pas, vous apprendrez jamais à aller à la bicyclette. C'est ça que je veux dire. Exact, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu tellement d'accumulation au niveau de la mémoire, de polarisation de l'erreur, en fait, que ça pèse lourd sur l'homme. Exactement.
parce qu'il met de l'importance. Il ne sait pas comment regarder ça d'une façon autre que psychologique. Il le regarde de façon polarisée. Il polarise l'erreur, comme il polarise le succès ou l'absence d'erreur. Voyez-vous? Alors, plus il polarise l'absence d'erreur, la perfection, si vous voulez, à ce moment-là, plus il va polariser l'erreur. C'est normal. Et plus il va s'embourber, moins il va être créatif, c'est évident. Pourquoi? Parce que ça va l'empêcher de passer à l'action. C'est dans l'action qu'on se perfectionne. Regardez les athlètes. Ils pratiquent constamment, tous les jours. Il y a une constance dans leur pratique. Il y a un raffinement. Mais dans ce raffinement-là, il y a plein d'erreurs. C'est que ça pour arriver à une certaine perfection. Qui est quoi? La somme de l'absorption de toutes les erreurs. Et l'utilisation des erreurs. L'utilisation des... Oui. Voyez-vous? Mais il faut qu'il l'absorbe avant. Si vous le regardez de façon négative, vous allez le rejeter. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas en profiter. Voyez-vous le problème psychologique, là? Alors, il y a beaucoup de personnes, quand même que des personnes qui se lancent dans de nouvelles entreprises, etc. Il y a beaucoup de personnes qui, grâce à la persévérance, et qui disent, qui témoignent, en fait, avoir fait beaucoup d'erreurs, avoir, entre guillemets, subi beaucoup d'échecs, et finalement, ils sont arrivés à leur but, mais à force d'étapes, en passant par l'erreur. toujours. Toujours. Ça passe toujours par des erreurs de parcours. C'est évident puisque l'individu n'a pas d'expérience. Voyez-vous? Cette expérience-là est accumulée dans la mémoire d'âme. C'est ça l'âme. C'est l'accumulation de l'expérience. L'expérience collective, l'expérience d'autres d'incarnations avant la personne et des parents, etc. Ça, je veux dire par là. Et, ou des incarnations précédentes. Alors, mais pas de l'individu lui-même, des parents, des grands-parents, etc. Alors, il y a cette influence. Voyez-vous? Il y a l'influence génétique. C'est quoi l'influence génétique? C'est pas l'accumulation de différentes incarnations. Voyez-vous? Alors, le problème, c'est que les gens, quand ils parlent d'incarnation, ils parlent tout le temps de l'incarnation au niveau du « je ». Dans le sens « je me réincarne », etc., dans le sens de la personnalité. Voyez-vous? Ils ont raison dans le fond parce que c'est la programmation, si vous voulez, qui se réincarne ou qui évolue constamment. Mais chaque incarnation est particulière. Voyez-vous? Oui, chacun ajoute quelque chose c'est ça. à la Ouais, gloire. c'est ça. Fait que, la mémoire de l'expérience de l'individu dans sa vie, c'est ce qui est le plus important. C'est évident que la mémoire passée a un poids ou une influence sur l'individu, mais pas aussi directement que les gens pensent. C'est comment je dirais ça? C'est les habitudes ou les réactions ou les actions des individus ou des événements, des individus qui créent qui vivent certains événements vont faire réagir, si vous voulez, l'enfant qui va réagir d'une certaine façon, et plus il va réagir de cette façon-là, à cause justement de la réaction des parents, ben à ce moment-là, il va se créer des habitudes, des programmes. Et l'individu est pris avec ça toute sa vie, dans le sens que ça fait partie, ça crée sa personnalité. Alors il va dire, bon, ben, je suis comme ça, on va dire de lui, il est comme ça. Il est comme ça seulement en fonction de la mémoire, seulement en fonction de la façon qui a été programmée, si vous voulez, malgré lui. Il a réagi à son environnement, tout simplement. C'est pour ça que différentes personnes dans différentes parties du monde vivent différents événements quand ils sont jeunes, même plus vieux, et vont avoir des réactions totalement différentes.
Voyez-vous? Il y en a qui vont être plus violents, plus... vous savez, il y a la culture là-dedans, mais c'est quoi la culture finalement? C'est l'accumulation de mémoire. Voyez-vous? Alors, ce sont des programmes. Mémoire égale programme. Et plus il s'accumule de mémoire du même genre, à ce moment-là, ou des réactions, si vous voulez, par rapport à des événements particuliers, à ce moment-là, ben, la mémoire devient de plus en plus lourde, forte. Donc, l'ego, l'individu va dire « c'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement ». Il est assujetti à ces réactions-là. Tant qu'il ne connaît pas la mécanique, tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, ben à ce moment-là, il va demeurer assujetti à ces mémoires-là, à ces réactions-là. C'est évident. Et c'est ce qui va créer la maladie quand c'est très désajusté. Oui. C'est répété en permanence. Oui. Et s'il y a des chocs ou s'il y a une répétition trop grande, trop forte, à ce moment-là, ça peut créer des maladies. Ouais. La maladie est créée par soit l'accumulation ou soit des chocs. Mais même les chocs, ça va déclencher, c'est déclenché à cause justement des accumulations du stress, de l'accumulation de certains stress, de certains conflits. Les gens sont prédisposés à ça. Alors. Oui, puis les gens cherchent en permanence à trouver des solutions à leur bien-être, à trouver des solutions oui, pour se sentir bien, c'est évident. Pour s'ajuster finalement. Oui, parce que quand ils ne se sentent pas bien, ils souffrent. Alors, ils cherchent des solutions pour ne plus souffrir. Mais ils cherchent des solutions psychologiques pour ne plus souffrir, dont, par exemple, le positivisme, etc. Mais ça va marcher un petit bout de temps, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Et c'est pas une solution de fond. Mais justement, dans les diverses lois, comme la loi de la flexibilité, la loi du comportement, toutes ces lois-là, finalement, il y a une mince couche entre ce qui est psychologique, on retrouve quand même... Qu'est-ce que vous voulez dire par la loi du comportement, la loi de... La loi de la flexibilité, c'est dans une situation, au lieu de bloquer l'énergie, on va aller vers l'autre, on va suivre l'autre, on va... ouais, mais ça, c'est des... Quand vous dites loi de la flexibilité, là, vous essayez de fixer dans une forme un certain comportement. Et ça fait partie des attitudes psychologiques. Tout à fait. Mais c'est quand même très proche, dans ce qui est donné là, c'est très proche de ce qui est juste. Le fait oui, mais il faut faire attention à ça. Lorsque vous dites, bon, ben, c'est les lois de... C'est quoi une loi? Voyez-vous la résonance qu'il y a dans ce mot-là, là, quand vous l'utilisez pour dire ce que vous venez de dire? Vous dites la loi de. Bien sûr. Quand vous dites la loi de, ça veut dire que c'est très fixé, là. La forme est très fixée là-dedans. C'est ça que ça veut dire, une loi. C'est immuable, une loi. Genre. Voyez-vous, là? Alors, ça l'empêche l'individu qui utilise des termes comme ça ou des attitudes comme ça d'évoluer. Oui, parce qu'il veut fonctionner avec tout un tas de lois qui vont l'aider à avancer dans sa vie. C'est ça. Puis il fixe dans le ciment un comportement ou une façon une façon que ça fonctionne. Faire attention à ça, là. Les êtres humains se croient trop intelligents. Et quand une personne se croit trop intelligente, ils vont créer des lois comme ça. Ils pensent qu'ils ont tout découvert, là. Puis là, ils ont des futés, là. Ils ont tout... Ah bon, c'est de même. Voyez-vous? C'est ça qui est dangereux. Il faut savoir qu'il n'y a rien de fixe.
il y a toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours... Mais si on appelle ça des lois, si on les fixe, à ce moment-là, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas en savoir plus, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas perçu quelque chose. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'elle a tendance à fixer ça tout de suite. Moi, quand j'entends ça, des lois de... Comment vous avez dit ça? Des lois de comportement, puis des lois de... C'est les lois spirituelles, en fait. Pardon? C'est les lois spirituelles. C'est ça. Ben, c'est spirituel. Le spirituel a tendance à se baser toujours sur des attitudes psychologiques comme ça. Sur des dogmes. T'sais? Les lois de ça, bon, c'est fixé, c'est comme ça. Oh, minute. Oui, il y a d'un côté ces recherches de loi, ou d'un autre côté, il y a tous les partisans qui sont pour chercher à acquérir en fait la vertu, les 12 vertus, ou la vertu inverse à leurs défauts. C'est ça. Et ça serait le but de leur évolution finalement. C'est ça. Oui, mais ça, c'est involutif. L'évolution n'a rien à faire avec ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça, c'est une façon psychologique d'essayer d'évoluer. Ça, c'est un désir d'évoluer. Voilà. Dans le sens de vouloir adopter des attitudes vertueuses ou whatever pour s'ajuster, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, ça pardon? Ces personnes-là, en fait, se servent disent que c'est mieux de dire à certaines personnes d'acquérir, de faire le bien, d'acquérir une certaine vertu, plutôt que de leur dire de ne pas faire le mal et ainsi de les culpabiliser. Donc, c'est les oriente vers... Ouais, mais c'est polarisé. C'est très nature divine. Ouais, c'est ça. C'est très polarisé. Voyez-vous? C'est toujours la recherche de la perfection. Toujours. Et une religion ou une croyance va se croire parfaite, l'autre va se croire parfaite, et là, ils font la guerre pour déterminer laquelle est plus parfaite. Il faut... C'est grave, là. C'est ça l'évolution. Aussitôt qu'il y a polarité, polarisation, c'est involutif. Autrement dit, c'est pas intelligent. C'est comme ça. En fait, le nouveau dialogue, il s'ajuste, il se réajuste, il n'a aucune règle. C'est au fur et à mesure qu'il avance, il s'adapte suivant la résultante. Donc, c'est la seule chose qu'il peut faire, puisqu'il sait que jusqu'à maintenant, il s'est toujours désinformé. Alors, il doit se baser sur autre chose. Il doit se baser sur la résultante des choses. Il ne peut plus se baser sur sa mémoire, etc. Il se méfie de ça. Il est en opposition avec ça. Il ne peut se fier que sur lui-même. Donc, il vit cette solitude-là, cette individualisation-là, cette centricité-là. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, ben, le seul moyen qu'il a, c'est la vérification. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il vérifie, ça devient une certitude absolue et ça ne va pas plus loin. C'est pas ça que ça veut dire. Il est suffisamment informé pour savoir que ça fonctionne d'une autre façon. Ça fonctionne. Il y a toujours quelque chose de plus subtil, plus subtil, plus subtil. C'est la direction qui est importante. Voyez-vous? C'est la direction dans laquelle on s'en va qui est importante. Alors. La direction, est-ce que c'est l'exploration? C'est la capacité d'explorer. C'est la capacité d'explorer de façon individuelle. Voyez-vous? Par soi-même. D'expérimenter par soi-même. Dans le sens si je vous informe de quelque chose, ben expérimentez-le, vous allez voir. Vous allez confirmer. Les grosses chances, vous le confirmiez. Alors, si vous le croyez, vous n'aurez pas tendance
à le vérifier. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de ne pas croire, c'est pas ça que je veux dire, dans le sens de nier. Il s'agit tout simplement, quelqu'un vous dit quelque chose, vous donne l'information, puis ça a du sens pour vous. À ce moment-là, il s'agit pour vous de l'expérimenter, de le vérifier, autrement dit. Alors, c'est une autre façon de fonctionner, là. On fonctionne avec la réalité, on ne fonctionne plus avec le virtuel. Croire que, parce que ça a du bon sens, parce que ça a l'air évident que c'est comme ça, c'est pas assez. Faut le vivre, faut le vérifier dans notre vie. Voyez-vous? Puis c'est là que vous allez apporter votre petit grain de sel, parce que vous êtes fait un peu différemment d'un autre. Voyez-vous? Autrement dit, à force de le vivre, ça, vous allez être autonome, donc vous allez devenir plus créatif, donc vous allez parler de façon plus créative, donc vous allez percevoir les choses de façon un peu différente, vous êtes une femme, etc. Bon, ben, à ce moment-là, vous pouvez apporter quelque chose à un homme puisque vous avez un point de vue d'une femme. Voyez-vous? Une fois que vous êtes éveillé, là, je parle. Il ne faut pas sauter les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que vous êtes habitué dans ça, comme ça. Une fois que vous avez de l'expérience, à ce moment-là, vous devenez une valeur pour ces personnes-là, ou d'autres personnes qui sont éveillées, c'est évident, puisque vous apportez un autre point de vue. Voyez-vous? Ça va être toujours dans la même direction, mais ça va être un autre point de vue, puisque vous avez un corps de femme, donc vous pensez, vous fonctionnez, vous percevez d'une autre façon qu'un homme, c'est évident. L'énergie, elle passe, quand elle passe dans le canal d'une femme, c'est pas la même chose, c'est pas le même résultat que dans le corps d'un homme. Voyez-vous? Ça agit pas de la même façon. Alors, ça change la perception. Universellement, c'est évident, c'est la même chose, mais particulièrement, ça va être différent. Là, c'est intéressant à ce moment-là d'entendre le point de vue, par exemple, d'une autre personne, même si ce n'est pas une femme, là, ça n'a pas d'importance. Chaque personne a son point de vue parce que chaque personne a sa perspective, sa particularité. Voyez-vous? Et c'est l'ensemble de ces particularités-là qui forment une civilisation, par exemple. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on peut construire aussi quelque chose d'évolutif et c'est ça. En se rassemblant tous, en fait, on a cette capacité de communiquer avec l'autre. C'est pas tellement l'affaire de se rassembler comme d'être en mesure de communiquer, oui. D'être en mesure d'informer ou de parler d'une certaine façon ou d'explorer d'une certaine façon. Voyez-vous, là? Alors, à ce moment-là, ben, vous allez amener un point de vue qui est différent à, par exemple, un problème particulier ou un mouvement particulier. Et ça va allumer créativement d'autres personnes. Voyez-vous? C'est cette interaction-là là, qui va être intéressante. Vous voyez? Ça participera à créer une nouvelle mémoire. C'est ça. Parce que c'est à ça que ça sert, la cinquième dimension, ce que vous appelez, le monde appelle l'âme. Ça sert de réservoir de mémoire, de programme, etc. Le problème, c'est que ça s'est toujours vécu de façon totalement inconsciente. Même si l'homme avait certains concepts ou certaines idées de cette réalité-là, il ne pouvait pas l'avoir telle qu'elle est. Alors, une fois que l'homme est en mesure de voir à travers tout ça, de voir tout le casse-tête, ben à ce moment-là, il peut commencer à utiliser la programmation au lieu d'être complètement utilisé par la programmation. Voyez-vous? Une fleur, un animal est complètement utilisé par la programmation. L'homme d'aujourd'hui, l'homme évolutif est totalement
utilisé par la programmation. L'homme nouveau, l'homme qui s'éveille, ben, il commence à s'opposer à ça, dans le sens d'utiliser ça au lieu de subir ça. Cette mémoire-là ou cette programmation-là. Pourquoi? Parce que il commence à prendre conscience, il commence à vivre une métaconscience. La conscience actuelle de l'être humain, c'est pas tellement différent de la conscience animale. Il y a une différence, c'est évident, mais il n'y a pas tant de différence que ça. À cause du point de vue de l'inconscience. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis curieusement, l'homme, depuis qu'il est homme, dans le sens en transition, depuis qu'il transite entre l'animal et l'être humain futur, l'homme nouveau, appelez ça comme vous voudrez. Ce que je disais, c'est qu'il commence à se servir de ça. C'est seulement au moment où il commence à s'éveiller qu'il commence à être en mesure de se servir de ça. Auparavant, avant l'éveil, il ne peut pas se servir de ça. Alors, il est asservi à ça. Ça étant son âme, ça étant la 5e dimension, cela étant le système. Alors, une personne qui est asservie au système par inconscience, ben là, il subit la vie, il subit son plan de vie tel qu'il se déroule. Tandis que l'homme nouveau, l'être humain qui s'éveille, il crée sa destinée, c'est évident. Parce qu'il commence à utiliser la programmation, il commence à ne plus être en mesure de ne plus activer la programmation qui lui nuit. Voyez-vous? Alors, est-ce que l'homme doit arriver à faire un inventaire, finalement, de toutes ces programmations, de celles qui lui nuisent, de celles qui lui sont favorables? Il n'y a pas à faire d'inventaire. Il va les avoir dans la figure assez rapidement. Voyez-vous? C'est toujours la même chose, et puis il va l'avoir dans la figure, dans le sens qu'il va être en mesure de l'observer. Là, l'éveil, c'est la capacité d'être en mesure d'observer ces programmes-là. Voyez-vous? Ou la programmation en général, la mécanique, le système, le puzzle, le casse-tête au complet. C'est ça l'éveil. L'homme involutif voit des parties du casse-tête seulement. Il ne voit pas l'ensemble du casse-tête. Et puis l'homme involutif a tendance à se corriger ou à chercher à s'ajuster par rapport au négatif, mais très peu par rapport au positif. Exactement. C'est ça le piège. La polarisation du mental passe par le positif, pas par le négatif. Il n'y a personne qui veut le négatif. Tout le monde veut le positif. C'est ça le piège. Puis ça empêche l'individu de voir à travers le jeu, encore là, de voir tout le casse-tête. De voir à quel point il se polarise de cette façon-là. À quel point il maintient son mental polarisé. Le mental inférieur, c'est le mental polarisé. Une fois que l'homme commence à voir à travers tout ça, il commence à s'éveiller à ça, voyez-vous, au fait qu'il a un mental polarisé, au fait qu'il se fait avoir tout le temps, autrement dit, il se fait désinformer tout le temps, là, il commence à s'éveiller. C'est ça l'éveil. C'est pas les anges, puis les archanges, puis le bon Dieu, là, l'éveil. Mais l'homme, il a peut-être du mal à lâcher aussi justement les formes positives, parce que quand il fonctionne avec toutes ces formes positives, il se sent bien. Donc il a beaucoup de mal à se remettre en question et à abandonner tout ça. C'est ça le piège. Il ne s'agit pas de ne pas prendre les choses qui sont positives dans la vie. Ce n'est pas une histoire de ne pas les prendre ou de les prendre. Voyez-vous? Il s'agit de voir à travers. C'est la quête vers le positif qui est le problème. Dans le sens que l'ego, à ce moment-là, l'individu
se maintient dans un mental polarisé à travers la quête du positif. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas avoir du positif tout le temps. Alors, vous allez avoir du négatif. Il va vous tomber une brique sur la tête à un moment donné, autrement dit. Donc, quand même, vous essayez de vous maintenir dans le positif. Plus vous allez essayer de vous maintenir dans le positif, plus vous allez magnétiser le positif, pire va être le négatif. Vous allez avoir de la misère à l'absorber. Ça va être plus douloureux pour vous. Même une niaiserie. Là. Voyez-vous le problème? C'est ça. Vous allez vous sensibiliser trop. Un renforce là. Vous allez trop vous sensibiliser à ça. Vous allez être trop sensible à ça. À ce moment-là, vous allez souffrir le négatif. Vous ne serez pas capable de l'absorber. Alors, une certaine information pour réussir à sortir de ça. Et puis bon. Ouais, mais c'est pas seulement l'information. Ça commence par l'information et ensuite, il faut la vivre, l'expérience. Il faut que vous l'expérimentiez. Une fois que vous l'expérimentez suffisamment, puis même au début, seul, c'est pas évident. Là, parce que vous allez retomber dans vos habitudes, dans vos anciennes habitudes. C'est ça le problème. Oui, parce que les habitudes sont bien plus fortes que les prémices de départ. C'est ça. C'est ça que je fais en consultation, justement. J'amène les gens à vivre l'expérience. Une fois qu'ils ont vécu suffisamment l'expérience, à ce moment-là, ils peuvent commencer à la vivre par eux-mêmes. Ça les amène à être autonomes, de plus en plus. Autrement dit, ça veut dire quoi être autonome? Ça veut dire voir par soi-même qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Voyez-vous? Ça se fait pas parce qu'on a reçu l'information, parce qu'on a compris. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous savez comment on monte à bicyclette que vous pouvez monter à bicyclette. Quand même, vous êtes très futé, ça n'a pas d'importance. Vous êtes un génie, ça n'a pas d'importance. Il va falloir que vous viviez l'expérience de monter à bicyclette, puis tomber sur le cul. Voyez-vous? Vous faire mal. Faire des erreurs, plein d'erreurs, pour arriver à aller au-delà. En ça, vous allez vouloir rester dans le positif, pas vous faire mal, puis là, vous n'irez pas à bicyclette. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce problème-là. Beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Puis il y a beaucoup de gens qui paralysent suite à l'erreur. C'est ça. Ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est plus fort. C'est ça, oui, exactement. Donc, ils n'évoluent pas, donc ils se restreignent dans leur expérience. Donc, ils vivent les séquelles de ça. Évident. Tout ça causé par le fait que l'être humain polarise les choses dans son mental. L'évolution, c'est le fait que l'homme se maintient dans la polarité, dans son mental. C'est à travers la polarité qu'il est désinformé. Fait partie de la désinformation. C'est ça qui maintient l'homme désinformé. C'est ça qui fait que l'homme se désinforme. Il croit tout ça. Il accepte ça d'emblée. Alors, il se désinforme constamment. Oui, il est grand temps qu'il sorte de tout ça. C'est ça. Il faut voir le big picture. S'il ne voit pas l'ensemble. L'homme spirituel parle de l'universel, blablabli, blablabla, mais il ne sait pas de quoi il parle finalement. Oui, bon, c'est très proche. Comme quand tu parles de sagesse infinie, il y a quand même la vie, le mécanisme est parfait en lui-même. Les programmes aussi, les programmes ont une intelligence. Donc, est-ce que c'est cette perfection-là qui perçoit et qui l'interprète comme étant une sagesse infinie, comme étant une source? Ouais. L'homme a la faculté de se voir dans le futur, dans son futur. Il perçoit son futur. L'homme involutif perçoit l'homme
de demain, l'homme nouveau en lui. Et ça vient d'où ça? Ben, ça vient du fait que l'homme nouveau, l'homme réel existe déjà en lui. Mais le fait que l'individu s'identifie constamment à sa mémoire, s'identifie constamment à un modus operandi, si vous voulez, involutif, ben à ce moment-là, cette partie de lui qu'il perçoit inconsciemment, c'est évident, elle ne peut pas évoluer. Autrement dit, elle ne peut pas acquérir d'expérience. En fait, est-ce que cette partie, c'est comme un germe qui est en l'homme depuis toujours et qui C'est ça, exactement, exactement. C'est le même germe qui fait que l'homme vit sa conscience involutive actuelle. Imaginez. Oui, parce qu'il a cherché par expérience, par mimétisme, à reproduire quelque chose et à prendre une direction pour aller vers L'homme réel, c'est ce qui s'identifie à sa programmation. Ce qu'il y a des réels dans l'homme, c'est ce qui s'identifie à sa personnalité, à la programmation, au ressenti, etc. Autrement dit, l'entité en lui qui s'identifie à ça. Alors, on remarque aussi quand on sort un peu de nos automatismes, justement de nos programmations, on se sent complètement déphasé. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est ça. Quand vous dites, par exemple, c'est plus fort que moi, c'est qui dit ça? Oui, c'est l'entité. C'est la partie réelle. réelle. C'est ça, c'est la partie réelle. Le germe, oui. C'est le germe. Appelez ça la source. Appelez ça comme vous voudrez. Voyez-vous? Qui se rend compte à quel point à quel point il n'a pas de puissance. C'est plus fort que moi. Le moi. C'est qui ça? C'est quoi? Voyez-vous, là? C'est cette partie-là en l'homme qui finalement l'a poussé malheureusement à rechercher du pouvoir en permanence, aller à cette quête de pouvoir. Ouais, mais c'est normal qu'il recherche un certain pouvoir parce qu'il n'y en a pas. Voyez-vous? Alors, le moi s'identifie. Le moi qui dit, bon, c'est plus fort que moi, il abdique devant la programmation. Il abdique devant cette force-là, cette puissance-là. Voyez-vous? Il n'a pas la fortitude de s'opposer à ça. Oui, alors que l'homme nouveau, il lui fait face. Ouais, mais il fait face parce qu'il sait comment ça fonctionne aussi. Il est informé là-dessus, premièrement. Et il l'a vécu suffisamment en expérience. Il l'a reconnu à travers son expérience. Donc, une fois qu'il commence à le reconnaître dans son expérience, il commence à s'éveiller. C'est un processus. C'est très lent, mais c'est un processus. Ça n'a rien à voir avec comprendre, quoi que ce soit. Ça a à faire avec réaliser et expérimenter. Réaliser et expérimenter. Ça passe par l'expérience. Ça ne passe pas par la compréhension. Si l'homme essaie de comprendre ça, il essaie de comprendre ça à travers toute la mémoire de l'expérience qu'il a eue de s'être désinformé. Tous les êtres qui ont passé avant lui. Oui, puis c'est ce qui le bloque encore plus. C'est ce qui C'est évident, c'est une force très grande. C'est une influence très grande. L'homme est très influencé par le collectif, par la masse collective, l'opinion collective, etc. Il y a beaucoup de difficultés à sortir de ça. Ça prend un être très centrique, très individualisé. Voyez-vous? Plus il s'individualise, plus il est capable
de cette solitude-là, ben à ce moment-là, plus il s'éveille. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et plus il est en capacité de partager et d'échanger. Oui, il va informer, il va parler pour informer, pour construire son réseau, si vous voulez, évolutif, normal. Pareil comme les gens parlent, communiquent, informent d'autres personnes pour agrandir leur réseau, leurs relations, etc. Même si on a de la difficulté à faire ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça décrit un peu ce que c'est la 5e dimension, ce que vous appelez l'âme. OK. Parce que vous avez dit aussi, c'est important donc finalement de changer de langage, de trouver de nouveaux mots pour empêcher de nous maintenir finalement dans une vibration qui appartient à un mot, comme vous disiez par rapport au concept de l'âme, ou à divers concepts qui amènent une certaine vibration qui est quand même de poids. Oui, chaque mot a un concept, il y a un concept derrière. Il y a des mots qui sont comme l'âme, le concept est très large, très puissant. Ils amalgament. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser le mot nécessairement, mais dans un certain amalgame, ça va donner autre chose, il va avoir une autre vibration. Alors, une personne qui est éveillée fait très attention à quel mot il utilise, comment il l'utilise. Par exemple, cette personne-là ne parlera pas de vérité. Vous m'entendez jamais parler de vérité. Je vais parler de réalité. Parce que je ne peux pas parler de vérité. Si je parle de vérité, je parle de mensonge. Voyez-vous? Je ne peux même pas utiliser le mot mensonge. Voyez-vous? Je pourrais. Mais si j'utilise le mot mensonge, c'est un mot qui est polarisé comme concept. Voyez-vous? C'est négatif. C'est perçu comme négatif. Il y a une vibration dedans. Voyez-vous? On peut l'utiliser, mais il faut l'expliquer. Mais j'ai pas tendance à utiliser des mots comme ça. Voyez-vous? Parce que ces concepts-là sont très polarisés. Il y a des mots qui sont beaucoup plus polarisés que d'autres. Mais l'homme a pratiquement polarisé tous les mots. Ben, exactement. Alors, le chaud, le froid. Faut utiliser ça d'une autre façon. Faut le dépolariser quand on en parle. Lorsque vous m'avez posé certaines questions, j'ai dépolarisé. Voyez-vous? Vous parliez de positif, négatif, je vais expliquer qu'est-ce que ça faisait. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est l'erreur, par exemple, qui est toujours perçue négativement. Ben, j'ai amené un autre son de cloche, une lumière là-dedans, dans le sens de dire, bon ben, l'erreur, ça fait partie, c'est créatif, ça fait partie du processus créatif. Sans erreur, l'homme n'avance pas. N'avance pas, non. Autrement dit, s'il s'attend tout le temps à la perfection, à ne pas faire d'erreur, ben, il ne peut pas avancer. Il va avancer, mais très, 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 très lentement, parce qu'il va avoir peur du mouvement, de faire un mouvement. Il ne s'agit pas de se jeter en bas, dans le lac, là, voyez-vous, d'un coup. Il s'agit de faire des petits mouvements, puis ajuster, 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 ajuster. S'attendre à la perfection, ça, c'est une illusion, c'est la pensée magique, là. C'est psychologique, ça. Ça ne fonctionne pas de même. La perfection, justement, c'est cet ajustement-là. C'est une voie de perfection. Ce n'est pas la perfection. C'est une voie vers la perfection, moi. Alors, plus la personne regarde ça de cette façon-là, pour toutes sortes de raisons, là, il était beaucoup plus éveillé, informé, etc. À ce moment-là, il l'expérimente, puis il voit que c'est comme ça que ça fonctionne.
Si vous voulez appeler ça une loi, c'est une loi. Oui, nous on enferme encore une fois quelque chose. C'est ça. Ouais. La réalité fonctionne comme ça. Comment je sais ça? Parce que je l'ai expérimenté. Ça donne toujours le même résultat, tout le temps. C'est scientifique. Mais il y a beaucoup de subtilité là-dedans. On n'a pas fini d'explorer ça. Ouais. Voyez-vous? D'ajuster ça, de s'ajuster à tout ça, etc. Si on fixe ça dans une loi trop rapidement, ben, on bloque, ça crée une résistance. Mais c'est un peu la même chose quand on se fixe dans une certaine direction, et qu'on fiche cette direction-là, ça nous empêche d'aller dans d'autres directions. Ouais. Si vous magnétisez trop fort. Ouais. Exactement. Puis c'est là que vous allez... comment je dirais ça? C'est là que vous allez vivre des grandes erreurs. Voyez-vous? Dans le sens que vous allez vous frapper le nez sur le mur. C'est correct de se faire frapper le nez sur le mur, mais pas trop fort. Voyez-vous ce que je veux dire? T'sais, quand c'est trop fort, ben là, on va à l'hôpital. Là. C'est difficile de récupérer de ça. Voyez-vous? Mais l'ego attend tout le temps là, de se frapper à 100 000 à l'heure sur le mur. Il ne s'agit pas de... Il s'agit de faire des petits mouvements ou des mouvements vérifiés. Tout le temps vérifiés. Alors, à ce moment-là, on ajuste. C'est truffé de petites erreurs. Mais c'est des erreurs qui servent. Mais rentrer dans le mur à 100 km/h, là, ça sert, hein? Mais il y a un manque d'intelligence, là. C'est ce qui a fait, je pense, évoluer l'homme évolutif jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il rentre à une certaine vitesse. En bas de cette vitesse-là, il est habitué au gros coup. Il est maso. Alors, il répète continuellement la même expérience. Continuellement. Dramatise tout, etc. Tout au long de cette émission, nous avons pu voir à quel point la mémoire passée pèse lourd sur l'homme. Ce concept de l'âme créé par l'homme involutif et transcendé par l'homme nouveau en fonction du fait qu'il est en capacité de voir au-delà des voiles évolutifs les mécanismes subtils de sa nature systémique. L'homme nouveau, du fait qu'il est dépolarisé dans son mental, est en mesure de vivre des expériences qui sont plus ajustées à la nature systémique de la vie. Il cesse de tout figer, de se désinformer en permanence, et ainsi se maintient dans la voie de l'éveil. Il fait pousser le germe de cette partie de lui qu'il n'a pu identifier jusqu'à présent, car son ignorance du système l'empêchait d'aller au-delà de ses vieilles habitudes d'identification au contenu de sa mémoire évolutive. L'homme, grâce à cette information et à son application, peut à présent se libérer de cette matrice évolutive et commencer à s'ajuster à la réalité systémique. Il sait maintenant que l'erreur fait partie intégrante du système et ceci l'oriente dans une direction créative qui lui permet de s'en servir. L'homme nouveau ne confond plus la programmation et son identité. Il crée ainsi sa destinée et devient libre du plan de vie établi par la programmation. Notre problème, c'est que nous nous pensons intelligents et conscients alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes manipulés en permanence par une programmation dont nous n'avons pas conscience et ainsi nous continuons à subir un plan de vie prédéterminé par celle-ci. Lorsque nous sommes dans l'état de sommeil involutif, nous subissons la puissance et l'influence des programmes. Mais une fois éveillés, nous pouvons commencer à utiliser cette puissance. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.